Bonjour à tous, j'espère que nous allons tous bien. Nous allons devoir commencer notre session d'aujourd'hui. Déjà, je vous prierai d'être clément parce que euh, notre connexion, des fois, peut poser de sérieux problèmes. Nous sommes sur une colline. Euh, il se pourrait que des fois, ça puisse couper ou je vous prierai de pouvoir comprendre. Et pendant ces moments d'absence, peut-être Abondance pourrait m'aider à combler les vides. Très rapidement, merci beaucoup encore une fois de plus pour votre intérêt. La session d'aujourd'hui, comme c'est bien stipulé sur la fiche qui a été partagée, c'est que nous allons lancer une série de consultations, de sensibilisations que nous appelons Startup Clinique. Ce sera sous forme d'autopsie. Nous allons en tout cas entrer en profondeur en termes d'analyse du fonctionnement des systèmes économiques et spécifiquement pour tout ce qui a trait à l'entrepreneuriat émergent. On va essayer de creuser profond ce que c'est que l'entrepreneuriat émergent, etc. Et nous avons notre invité, moi vous me connaissez déjà, c'est Jacques Navarro, je suis directeur exécutif chez Ikiota Hub. Il y a un invité spécial que nous avons prévu pour vous. Je vais le laisser se présenter pour 2 ou 3 minutes. Abondance. Voilà, est-ce que je pense que là, ça va. Merci beaucoup, Jacques, pour l'introduction. Je ne suis pas non plus vraiment nouveau. Je m'appelle Famba Abondance Frédéric. Actuellement, je travaille pour l'organisation World Resources Institute, qui est une organisation internationale. Nous sommes dans plus de 40 pays à travers le monde. Et à ce jour, j'occupe le poste de Electrification Project Lead en RDC, où je coordonne le projet de la mise en place d'une plateforme d'électrification en République démocratique du Congo. Bon, voilà, je pense que d'autres éléments pourront peut-être venir après. Merci beaucoup, Abondance, pour cette brève présentation. Comme je l'ai dit, je venais même de perdre la connexion, on va faire avec. Rapidement, je vais vous partager mon écran pour encadrer la présentation. Alors, dès que vous avez accès à mon écran, vous pouvez toujours me notifier, comme ça je procède. Ça marche? Vous pouvez voir mon écran? En cours, c'est en cours de déploiement. Ah, c'est bon. Ça va? D'accord, super. Et les sons ne coupent pas? Il n'y a pas de coupure dans mes interventions? Non, ça va, c'est bon. Alors, je crois que Jacques nous avait déjà prévenu qu'il aurait quelques soucis de connexion de son côté. Je pense que c'est ce qui se passe. Alors, je pense que nous avons perdu Jacques suite à quelques soucis de connexion. En attendant que Jacques revienne. Vous n'avez pas la présentation pour que vous puissiez y aller avec nous? Non, non, ça c'était la présentation de Jacques. Quant à moi, je crois que je peux juste introduire un peu ma partie le temps que Jacques revienne. En fait, l'essentiel de ma présentation va se focaliser beaucoup plus sur l'importance des données et ce qu'on appelle aujourd'hui les décisions basées sur les données. Et lorsqu'une discussion avec Jacques par rapport au terme de référence de cette réunion, l'idée était de passer en revue les différentes expériences que nous avons pu acquérir et comment nous avons utilisé les données par le passé
pour arriver à la conception de différents produits, mais aussi pour la mise en place de différentes solutions sur lesquelles nous travaillons actuellement. Donc, ce sera ça un peu l'essentiel de ma présentation. Après que Jacques ait fini la présentation de sa part. Jacques, à toi. Oui, comme je l'ai dit, on aurait des sérieux problèmes avec la connexion. Je n'ai pas pris l'initiative de me déplacer du bureau actuellement parce que souvent Orange, ça complique sur la colline San Diego, c'est là que nous sommes installés. Alors, je vais essayer de rattraper. Vous avez accès à mon écran? OK. Alors, déjà, nous avons introduit le concept de startup clinique. L'idée pour nous, c'est de susciter, d'abord éclairer, ensuite susciter les jeunes à pouvoir embrasser les domaines de l'entrepreneuriat émergent parce que l'entrepreneuriat émergent était souvent confondu avec l'entrepreneuriat de survie pendant qu'il y a des opportunités, juste ce manque de compréhension ou cette incompréhension ou cette interprétation des termes qui ne s'inscrivent pas dans la logique des investisseurs au niveau international ou même des écosystèmes au niveau de l'Afrique, ça fait que nous ne puissions pas être en mesure de capter certaines opportunités. Et c'est là que nous allons ensuite vous sensibiliser sur les défis et les opportunités. Après, ce sera vous offrir des recommandations pratiques et applicables pour vous lancer dans ce secteur. Et après, ce sera encourager l'innovation, la collaboration, démontrer l'importance d'une approche stratégique. Alors, comme vous le savez, les potentiels de la RDC ne sont plus à rappeler. La plupart des documents que j'ai eu à consulter, des rapports et tout, on entend souvent parler de potentiel 80 millions de terres arables. J'aime beaucoup ces Français. Les ressources minières illimitées. Hein. Par exemple, là, déjà, je suis en train de voir les lacs Kivu. Il y a du gaz dans ces lacs. Tellement de ressources que nous n'arrivons pas à exploiter. Pendant qu'il y a une possibilité pour nous de pouvoir, juste par une bonne compréhension des approches et le développement de l'écosystème entrepreneurial, nous pouvons nous-mêmes, au niveau de nos petites entreprises, de pouvoir capter la valeur ou le potentiel que la RDC offre. Voilà pourquoi est-ce que chaque fois quand nous commençons une présentation, nous distinguons la PME traditionnelle à la start-up. Généralement, sans pour autant me retenir dans les définitions, une PME traditionnelle, c'est cette entreprise au coin de la rue cette boulangerie qui fabrique du pain au quartier depuis des années, qui appartient à telle famille. Et c'est cette charcuterie qui nous fabrique à Goma ou à Lubumbashi ou à Kinshasa des dérivés de viande et tout ça. Ça fait des années, à Goma, nous avons Chamoki et nous avons plusieurs autres opérateurs qui sont dans cette chaîne de valeur de la viande. Il y a seulement un élément important qui les distingue, c'est cette croissance lente des entreprises familiales. Il n'y a pas des ambitions qui sont en termes de croissance où on veut avoir des chiffres d'affaires qui évoluent chaque année, qui doublent, où on veut atteindre des marchés au niveau international. Donc, on vise des marchés locaux, une méthode, une approche connue. Hein, généralement, c'est du relationnel, on se construit progressivement. Par contre, pour une start-up, on vise de la croissance parce qu'au fond, quand on finance une start-up ou quand on crée une start-up, la start-up elle-même, c'est un produit. Hein, une PME, ce n'est pas un produit, mais déjà une start-up, c'est un produit. Il faut pouvoir être en mesure de vendre auprès des investisseurs potentiels. Voilà pourquoi est-ce que déjà, dans les caractéristiques de ces produits, on cherche à ce qu'il y ait une possibilité de croissance, une croissance rapide. Il faut que l'on puisse ressentir de l'innovation dans les modèles d'affaires, dans le produit que vous proposez, et il faut qu'il y ait un impact. Et l'impact ne doit pas seulement être local. Il y a des problèmes au niveau local que vous pouvez adresser, mais qui sont des problèmes que nous pouvons retrouver dans plusieurs provinces de la RDC et même dans d'autres pays en Afrique. Voilà pourquoi est-ce qu'on cherche aussi cette possibilité que la start-up puisse intrinsèquement proposer un modèle que l'on peut dupliquer dans d'autres régions, d'où son impact global. Et déjà, les démarches sont différentes. Ici, je n'ai pas développé la démarche PME, mais c'est la démarche tout simplement start-up. Comme vous pouvez voir sur cette image sous mes yeux,
Je ne sais pas si vous continuez toujours à me capter parce que si j'ai perdu la connexion, ça sera difficile. Et donc, généralement, la startup, quand on la lance, c'est une idée d'innovation qu'un jeune peut avoir à l'auditoire, un jeune étudiant ou quelqu'un, vous êtes déjà employé quelque part dans une banque, vous avez une idée, vous vous dites, ah, quand même, il y a ces problèmes que je retrouve trop souvent dans les systèmes bancaires de la RDC, je voudrais quand même m'adresser à ces problèmes. Et là, vous pouvez vous dire, OK, comme je n'ai pas de compétences, par exemple, techniques, je peux me lancer, trouver des jeunes, je peux aller dans les espaces de coworking pour trouver des jeunes qui développent des systèmes, qui ont des compétences techniques pour m'aider à développer la solution. Et là, vous allez voir qu'on est toujours en train de parler des apports en industrie, les idées et tout. Et là, vous pouvez avoir la possibilité de pouvoir vous associer, vous partager des parts, 50%, 50-50 de l'entreprise. Et même, on peut estimer que pendant cette période-là, l'entreprise n'est pas formalisée. Et après ce stade ici, vous pouvez avoir des besoins où vous avez par exemple une solution qui est développée, ça peut être un logiciel, mais vous avez besoin d'autres fonds. Par exemple, s'il faut avoir une autorisation des API auprès des RTL, des fois pour qu'il y ait une célérité dans le traitement du dossier, il faut aller à Kinshasa, au bureau central pour accélérer les choses. Ou soit si vous voulez être un agrégateur dans les secteurs bancaires, il faut aller directement à la BCC. Si vous les appelez par téléphone, ça ne va pas passer. Ça va traîner, ça peut faire des années, ils vont bouffer beaucoup d'argent. Mais si vous allez directement sur site, et donc vous aurez besoin de petits fonds là pour développer votre modèle. Et partout là, on ne cherche pas à ce que vous puissiez être rentable. On veut d'abord se rassurer que vous avez une solution fonctionnelle et qui peut avoir des consommateurs. Après ça, il y a une possibilité pour vous de pouvoir vous adresser à d'autres niveaux de financement. C'est là que maintenant, on va commencer à parler des seeds, série A, série B, série C, série D. Et après, vous pouvez même être coté en bourse parce qu'au final, c'est ça l'idée. Mais au fond, les gens qui vont vous approcher vont plus s'articuler autour de votre capacité de création de la valeur. Quand vous êtes seul, vous créez votre logiciel, c'est déjà un actif. Plus vous allez également pouvoir être à mesure de rendre opérationnel parce que la valeur dans l'entreprise et la pertinence de l'innovation, on est capable de la percevoir à partir du moment où la startup commence à générer des revenus. C'est ce qu'on va appeler le market fit. Là, on n'est pas en train de parler de la rentabilité. Est-ce qu'il y a des gens qui consomment? Est-ce qu'il y a des gens qui commencent à pouvoir pourchasser ou rechercher la valeur que vous proposez? Et c'est ce que généralement tous les investisseurs avec lesquels nous discutons, c'est toujours ça. Ils ne vont pas venir vous financer au stade de l'idéation ici, mais ils peuvent vous financer à partir du moment où vous pouvez être en mesure de démontrer ce qu'on va appeler les MRR, ça veut dire les revenus mensuels récurrents. Et si vous avez ces revenus mensuels récurrents, ça peut être $1000, ça peut être 2000, vous n'êtes même pas rentable, vous avez encore beaucoup de charges à supporter. Là, ils vont se dire, OK, là, on peut alors financer pour que la startup pour scale up, pour évoluer. C'est là que vous allez changer de schéma, donc évoluer dans les schémas ou des échelons de financement. Vous allez passer des business angels vers des venture capitalistes, etc. Et jusqu'à avoir maintenant la possibilité d'être financé par les banques d'investissement. Vous avez vu Nourou. Nourou est à ce stade ici. Ils ont été en mesure d'élever des fonds auprès de Proparco, qui est une filiale associée à l'AFD, qui est l'Agence française de développement. Et c'est là qu'on peut lever beaucoup d'argent, des fonds, genre des millions. Mais au départ, déjà, il faut pouvoir être en mesure de faire vos preuves à ces niveaux ici. Et c'est là que vous commencez par votre idée, des économies personnelles que vous allez investir pour avoir la solution, voyager peut-être pour participer à des hackathons, participer à des sommets pour développer votre réseau. Et c'est une réalité. En Afrique, il y a déjà des investissements qui se font. Cette slide, je l'utilise trop souvent dans mes conférences pour montrer aux jeunes comment est-ce que, imaginez la RDC, ça taille sur cette carte, mais la RDC ne capte que les 0, quelques dollars qui sont investis dans les startups. Et voici un peu comment est-ce que les schémas se tracent. Nous avons, moi je les appelle carrément les Big Four. Nous avons l'Égypte, le Nigeria, le Kenya et l'Afrique du Sud qui captent le maximum de fonds qui sont investis suivant les schémas que je viens de vous présenter. C'est là que vous allez voir, par exemple, pour le Kenya, il y a des startups qui évoluent là-bas. Ça peut commencer, un jeune développe son logiciel, intègre des réseaux qui peuvent effectivement l'accompagner, le connecter à d'autres investisseurs et être à mesure d'élever des millions. On est en train de parler de pas d'un PME qui représente actuellement combien? 300 millions. Mais sachez qu'ailleurs, il y a des startups qui lèvent les 300 millions, une startup. Et les secteurs dans lesquels on investit le plus souvent, vous pouvez voir ici,
en tête de liste, nous avons la FinTech, parce que la question d'inclusion financière, elle est pertinente en Afrique. Ça, ce sont les statistiques de 2023. Il y a aussi, comme les e-commerce, il y a beaucoup d'autres secteurs alors où on place des fonds en Afrique. Et maintenant, pratiquement, j'ai pris 3 exemples, AgriTech, CleanTech et FinTech. Vous pouvez commencer par une idée d'innovation, comme c'est stipulé, comme c'est présenté sur le projet. Et ici, l'idée d'innovation, c'est, quand on va dire tech, ça veut dire, d'abord, c'est l'agriculture. Vous pouvez être agronome. Vous connaissez déjà comment on fait la culture et tout. Mais la start-up, pour que ça devienne une start-up, vous devez pouvoir être en mesure de dompter la nature avec la technologie. C'est là que vous pouvez installer, par exemple, des capteurs pour suivre les paramètres de votre champ et qu'après un temps, vous allez collecter un maximum de données sur le fonctionnement de votre champ, la façon dont vous faites vos cultures, pour que vous puissiez créer un savoir, donc de la valeur comme savoir dans votre entreprise, afin que ce savoir-là puisse justifier la démarche que vous avez mise en œuvre ou la pertinence de votre projet. Sinon, parce que chez nous, des fois, nous faisons les choses réussissent, mais nous ne savons pas les expliquer. Comment est-ce qu'on y est arrivé? Mais avec la donnée et en intégrant tout ce qui est IoT, donc Internet of Things, des drones pour bien maîtriser les paramètres du champ, la fertilité des sols, etc., ça peut permettre à ce que vous puissiez avoir carrément un modèle complètement innovant qui puisse, vous pouvez même faire la culture des pommes de terre dans les massifs. Mais la façon dont vous allez faire cette culture des pommes de terre, c'est ce qui va faire de vous une start-up agritech. Ça peut être la maîtrise des données sur les paramètres climatiques pour la culture de ces pommes de terre. Ça peut conduire même à des recherches avancées pour bien conduire votre culture afin que ça ne puisse pas appauvrir les sols. Il y a pas mal de choses que vous pouvez faire, mais nous avons toujours cette approche traditionnaliste de l'entrepreneuriat qui généralement ne nous permet pas de pouvoir avoir des modèles que nous pouvons justifier auprès des investisseurs. Les clean tech, c'est tout ce qui est énergie renouvelable, environnement, etc. Et ici aussi, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire. Par exemple, dans les énergies renouvelables, vous pouvez créer une approche de distribution de kits solaires aux ménages dans les villages, mais avec tout un modèle innovant pour suivre les données de consommation d'énergie et pas mal de choses. Voilà pourquoi est-ce que même nous avons estimé que la présence d'abondance serait vraiment pertinente pour que vous puissiez avoir une meilleure compréhension de comment est-ce qu'on peut piloter la croissance d'une startup en y intégrant la notion des données ou la prise en main des données grâce à des systèmes de gestion que vous pouvez mettre en place. La fintech, ça peut être également, vous pouvez créer une solution de paiement, mais il y a des défis aussi à ce niveau, parce que je vais revenir à tous les défis. Déjà, par exemple, pour la fintech, il y a dans chaque pays où il y a un écosystème de fintech qui se développe. Donc, déjà, la fintech, comprenez que c'est la finance, tout ce qui est activité bancaire ou activité financière, c'est-à-dire avoir des comptes en banque, aussi recevoir des dépôts, c'est-à-dire la collecte de l'épargne, faire des transferts de monnaie, la conversion des monnaies, toutes les opérations sur l'argent. Quand vous y intégrez de la technologie gérée par des applications mobiles, c'est ce qu'on va appeler de la fintech. Vous pouvez alors créer même des modèles hybrides, vous combinez la fintech et l'énergie. C'est là que vous pouvez créer par exemple des marchés de l'électricité avec des tarifications variables selon les heures de la journée. Il y a pas mal de choses, des opportunités que moi je me dis, comment est-ce qu'on peut rester aussi passif face à de telles opportunités qui peuvent nous permettre de développer notre pays. Et donc, je n'aurai pas le temps, en tout cas, de développer tous ces tableaux. Voilà pourquoi est-ce que même ces sessions, c'est pour vous sensibiliser, pour que vous puissiez prendre des rendez-vous afin que nous puissions échanger en profondeur et vous montrer comment est-ce que vous pouvez vous développer. Je ne sais pas si nous sommes toujours ensemble. Les sons, ça va? Voilà, Oui, je OK. suis bon, très bien. D'accord, ça marche. Alors, c'est-à-dire, il y a l'idée d'innovation, comme vous pouvez voir sur la première colonne, l'idée d'innovation, formation et compétences, les partenariats que vous allez constituer, les modèles d'accès au financement, c'est tous ces paramètres-là qu'il faut pouvoir être en mesure de bien maîtriser pour pouvoir vous lancer dans ces différents secteurs. Et il y a des lacunes, il y a même des vides juridiques en RDC. Il y a des secteurs où, comme je l'ai dit, pour mieux développer la fintech en RDC, nous avons besoin d'un texte réglementaire qu'on va appeler la sandbox. Ce texte dans lequel les startups peuvent conduire les opérations et collaborer avec les banques.
les banques traditionnelles. Il y a aussi ce qu'on va appeler, non pas seulement la sandbox, il y a aussi ce qu'on va appeler les open banking. Les open banking, c'est cette possibilité que les banques puissent être en mesure de s'échanger des informations de leurs clients. C'est-à-dire, tu peux créer ton application et te connecter sur les modèles de open banking pour que celui qui a un compte, par exemple, un site web de e-commerce, etc. Et c'est toutes ces questions qui, je peux dire, sortent un peu du cadre d'une seule startup. Voilà pourquoi est-ce que, par exemple, chez nous, Ikiota Hub, nous sommes en train d'adresser ces questions, en tout cas de près. On a eu une session avec celui qui est responsable du projet Transform auprès de la Banque mondiale. Il va passer ici à Goma. Je vous inviterai, si on vous invite, si on vous appelle à venir vous exprimer par rapport à ce genre de questions, je vous inviterai de pouvoir venir avec des doléances claires pour que nous puissions avoir un débat bien renseigné afin que nous puissions faire avancer les choses. C'est-à-dire, j'étais en train de parler de cette problématique liée au vide juridique, de cette problématique liée aux infrastructures financières qui sont là, bien que vous puissiez me dire, j'ai conçu une application parce que vous avez une formation dans le développement informatique et autres. Sachez qu'il y a des problèmes qui sont là, qui font à ce que les choses ne puissent pas avancer. Il y a beaucoup de jeunes qui sont forts dans la programmation, mais c'est en ayant cette compréhension holistique, c'est-à-dire cette approche systémique de l'entrepreneuriat que nous pouvons pouvoir être en mesure de nous dire, OK, nous nous adressons spécifiquement à cette question du open banking, nous nous adressons à cette problématique de réglementation, l'accès aux API des télécoms pour faciliter les mobile money, les paiements mobile money, limiter transactions mobile money pour faciliter à ce que la dame qui vend des choux-fleurs dans le marché puisse pouvoir effectuer des transactions directement en ligne, ça va être un boom des startups ici à Goma et en RDC en général. Voilà les questions que nous devons adresser et les institutions comme les incubateurs, les accélérateurs sont en train de travailler sur cela, nous spécifiquement à Ikiota Hub, mais également vous, nous vous invitons en tout cas à pouvoir venir nous aider à aller jusqu'au bout. Les systèmes financiers en RDC, comme on l'a dit, c'est tout un obstacle. Voilà pourquoi est-ce que nous devons repenser les approches. C'est-à-dire, en tant qu'obstacle, il y a quand même une possibilité de pouvoir développer des alternatives qui peuvent fonctionner et permettre à ce que les startups puissent, par exemple, financer la première phase là dont je vous ai parlé, c'est-à-dire les jeunes qui est encore en train de réfléchir sur son idée, développer une solution informatique et s'approcher avec des médecins pour que ça puisse être une solution medtech, donc médecine et santé. Nous pouvons créer des synergies comme ça, mais pour financer cela, il faut penser des modèles de financement. Et nous estimons que, par exemple, les opportunités comme Transform, c'est un levier. Il ne faut pas considérer comme une finalité. On va te donner 20 000 $, sache que déjà, c'est un saut temporel. Un 20 000 $ que tu pourrais réunir avec un emploi de 500 $, épargne de 100 $, faites les calculs, c'est beaucoup d'années. Mais si vous êtes en mesure d'avoir les 20 000, nous savons comment l'affecter pour que vous puissiez vous aligner vers ces schémas de financement qui peuvent vous conduire à devenir une start-up qui peut évoluer dans l'écosystème congolais et même vous étendre au-delà de la RDC. Voilà pourquoi est-ce que déjà, dans un premier temps, vous pouvez vous approcher des microfinances qui offrent des solutions de financement comme des crédits de groupe. Mais là, nous ne vous incitons pas à aller prendre un crédit pour démarrer votre start-up ou pour lancer votre start-up. Il faut pouvoir être en mesure de vous rapprocher des institutions financières pour créer des actifs. Vous pouvez faire l'élevage de poules, vous pouvez faire n'importe quelle activité qui va générer de la liquidité. Parce qu'au final, il faut avoir de l'argent pour créer une start-up. Et c'est
Alors, je pense que nous avons encore un souci avec la ligne de Jacques. Espérons que lui encore s'est connecté pour chuter. Euh, je pense qu'il vient de passer en revue de grands points qui sont d'actualité même sur le marché financier international et des questions d'ordre d'inclusion financière pour le start-up et les conditions sine qua non. Monsieur Patrick, je vois la main Je levée. profite Vous de avez une l'occasion pour question? accueillir les amis de Lubumbashi. Ok. En fait, moi, je voulais savoir si vous pourrez nous partager à la fin de cette conférence les supports. Comme ça, on pourrait essayer un peu de prendre un peu en compte ce qui s'y trouve, quoi. D'accord, je pense que ce sera possible. Comme nous avons vos adresses email, on pourra voir avec Anthony et Jacques comment on peut faire suivre juste après la réunion les documents en question. Alors, en attendant que Jacques revienne en ligne, je voulais directement parler de l'expérience avec Nouro. Pour la petite histoire, pour les gens qui ne connaissent pas, Nouro, c'est une entreprise qui œuvre dans le développement de centrales solaires pour l'électrification des communautés. Et Nouro a été la première entreprise à la République démocratique du Congo qui a conçu l'une des plus grandes mini-centrales. Alors, je pourrais profiter de la même occasion pour parler de questions d'ordre des données. Je travaille avec Noro pour la petite histoire. Comme je vous le disais tantôt, Noro est une start-up. Noro est une entreprise qui développe des centrales solaires en République démocratique du Congo pour servir des communautés. Et ici à Goma, ils ont développé une première centrale d'une dimension de capacité installée de 1,3 MW qui permet d'alimenter environ 2000 ménages. Et si il faut prendre la moyenne d'environ 5 personnes par ménage, nous sommes à plus de 10 000 personnes qui sont connectées. D'accord, Jacques, je te passe la parole, le temps de chuter. Puis nous pourrons poursuivre après. Entre-temps, il y avait une préoccupation. J'oublie un peu le nom de la personne qui a soulevé le point. Je crois que c'est M. Patrick qui souhaite, c'est qu'à la fin de cette réunion, nous puissions faire suivre ta présentation par email pour le permettre de l'exploiter à tête reposée. D'accord, merci beaucoup. Il y a une session qu'on avait organisée où j'avais bien exprimé que nous étions mal barrés avec cette histoire de connexion Internet. La couverture n'est pas en tout cas complète. Il y a d'autres opportunités de création des startups dans ce secteur. Alors, je ne veux pas trop m'attarder avec beaucoup de discours. Je vais juste citer en disant qu'il y a des modèles que nous pouvons être à mesure d'implémenter en RDC et qui fonctionnent déjà ailleurs. Ce n'est pas que ça sera forcément du copier-coller, mais quand même, il y a déjà des startups qui ont fait leurs preuves, que ce soit en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, et qui ont levé beaucoup de fonds. Ce sont des modèles que nous pouvons étudier, faire vraiment l'autopsie en profondeur ensemble et voir comment est-ce que nous pouvons créer des modèles congolais. C'est l'exemple de Twiga Food qui est au Kenya, il connecte les agriculteurs et détaillants pour réduire les plantes. Il y a Kivu Green qui le fait ici au Congo, mais le modèle de Kivu Green, bon, ça reste à vérifier de près. Mais en tout cas, nous pensons que si nous avons quelqu'un qui s'intéresse à cette question agriculture, distribution de denrées alimentaires, nous pouvons créer quelque chose là-dedans. C'est juste des exemples. Il y a aussi les M-Farm qui permettent aux agriculteurs de connaître les prix du marché en temps réel. Mais il reste toujours la question de savoir comment vous allez faire de l'argent avec ce type d'approche. Voilà pourquoi est-ce que nous avons toute une formation bien taillée sur comment effectuer ce qu'on appelle des product clinics, business model clinic, pour que vous puissiez comprendre et analyser la situation locale pour une intégration effective.
Jacques, si tu es là, nous t'avons encore une fois de plus perdu. Jacques, est-ce que tu nous attends? Alors, je pense que nous venons de perdre encore Jacques suite à l'instabilité de la connexion Internet, comme lui-même l'a d'ailleurs mentionné, que cela représente d'ailleurs une grande opportunité pour des startups en République démocratique du Congo de proposer des services de connexion Internet beaucoup plus améliorés. Alors, je parlais de l'expérience des Nourou, qui est une startup au moins qui fait parler de la République démocratique du Congo et de l'approche, comment nous traitions les données pour arriver à un niveau de levée de fonds, parce qu'aujourd'hui, nous réfléchissons sur comment lever des fonds pour la série C. Ils ont déjà fini la série A, comme Jacques l'a expliqué, ce sont souvent de fonds propres. Ensuite, après que vous ayez fait preuve de votre capacité à couvrir certaines charges, à prouver que votre produit répond à un besoin réel sur le marché, c'est à ce moment-là que certains gros poissons au niveau mondial peuvent s'intéresser à injecter de fonds, comme on appelle en anglais les equity, qui sont comme des investissements au sein de votre entreprise pour vous permettre d'étendre votre vision. Alors, comment on est arrivé à cela? Donc, je disais que nous est une entreprise spécialisée dans la construction de centrales solaires. Et l'une des questions majeures auxquelles il fallait répondre lorsque nous développons le central, c'est comment vous rassurer que vous ne surdimensionnez pas ou vous ne sous-dimensionnez pas votre centrale. Ça veut dire, ça ne servira à rien de construire une centrale qui a une très grande capacité alors qu'il n'y a pas une demande à laquelle elle répond. Sinon, vous aurez tout simplement dilapidé vos propres ressources et ça n'aura pas de rentabilité à long terme. Même à court terme, vous ne saurez pas couvrir vos charges parce que le fonds que vous avez injecté à construire une grande centrale qui n'a pas une demande en contrepartie, cela pose un problème. Alors, du coup, et le risque aussi de sous-estimer ou de sous-dimensionner une centrale solaire était que vous aurez une forte pression au niveau de la demande que vous ne saurez pas répondre et par ricochet, cela va vous attirer beaucoup d'ennuis avec les régulateurs, mais aussi au niveau politique parce qu'on vous dira, nous vous avons octroyé une concession. Une concession ici représente un rayon et un périmètre où votre entreprise est autorisée d'opérer. Par exemple, on peut vous donner 3, 4, 5 quartiers dans une ville où vous êtes autorisé à distribuer votre électricité. Ce que vous devez faire pour vous rassurer que, dans le cas d'espèce de Nourou, on doit faire des études, on doit collecter les données sur terrain pour nous rassurer que la centrale est dimensionnée de manière juste. De manière juste, ça veut dire que la quantité d'électricité que vous allez produire soit à peu près égal ou supérieur, légèrement supérieur à la demande sur le terrain. Pourquoi légèrement supérieur? Parce que vous devez anticiper la demande. Alors, de façon plus pratique, c'est que nous faisions, on envoie des enquêteurs sur terrain avec les outils de collecte des données, en l'occurrence Kobo. Et là, vous allez connecter les données sur différents niveaux. Vous allez d'abord collecter les niveaux, les données sur la demande. Et la demande, là, vous regardez si c'est pour le ménage, parce qu'il faut sonder en deux parties. Il y a ce que nous appelons le ménage ou le B2C, c'est business to customer. Ça veut dire que ce sont des usagers finaux directement, ils l'utilisent pour des besoins de ménage. Et nous avons une autre catégorie que nous appelons le B2B. Ça veut dire que ce sont des gens qui utilisent votre service pour faire fonctionner sur leur business, à l'instar de la régie des eaux. La régie des eaux a besoin de l'électricité pour faire tourner aussi son entreprise, pour produire aussi son service qui est le service d'eau. Et donc là, vous devez localiser, vous devez cartographier où se trouve cette demande-là, vous devez la quantifier. Au-delà de ça, vous devez évaluer aussi la capacité de payer de votre population cible. Et là, vous allez prendre les données sur le revenu, les activités économiques et
toute information susceptible de vous renseigner sur la capacité de payer de votre population cible. Et là, on fait soit par échantillonnage, soit on prend la population à 100%. Alors, pourquoi on peut choisir d'aller par échantillonnage? C'est souvent le coût d'étude, parce que s'il faut, par exemple, produire l'électricité pour toute une ville comme Goma et passer ménage par ménage, ça représente énormément le temps que vous devez consacrer, mais au-delà de ça, il y a aussi des ressources importantes que vous devez injecter dans cette phase d'étude. Mais en prenant un échantillon représentatif, cela vous donne au moins une idée de la tendance du niveau de la demande. Et donc, je parlais, vous allez collecter, nous collections les données sur la demande. Au-delà de ça, on va collecter les données sur la volonté de payer. Quel est le niveau de volonté de votre population cible à shifter vers votre solution? Ensuite, on prenait aussi d'autres données sur des questions environnementales pour évaluer ce que serait l'impact du projet sur l'environnement. Par exemple, si vous devez installer votre centrale solaire, vous devez construire votre champ solaire sur un espace où il y a la communauté locale qui utilise cet espace-là pour l'agriculture, vous devez prouver. Et ça, c'est une question qui est très sensible pour les donateurs internationaux. Vous devez prouver comment vous avez donné à ces populations-là de moyens, des substances alternatives. Ça veut dire s'ils utilisaient l'espace où vous allez installer votre projet comme leur champ, vous devez leur doter de moyens en parallèle pour qu'ils arrivent à assurer la survie même après le développement de votre projet. Mais aussi d'autres questions d'ordre des déchets que votre projet va produire. Par exemple, on construisait de centrales hybrides, ça veut dire qu'une partie solaire et une autre partie, on se basait sur les backups des générateurs pour que lorsqu'il y a une forte demande, pendant des journées moroses où il n'y a pas eu grand ensoleillement et il n'y a pas eu donc une forte production solaire, pendant cette année, une forte demande, vous devez être en mesure de garder votre clientèle satisfaite et vous devez avoir de backups, ainsi que vous devez avoir des générateurs entre-temps. Parler de générateurs, ça veut dire qu'il y aura des COD qui sera produit. Vous devez être en mesure de calculer quelle sera la quantité de COD que vous allez injecter. Et cela va jouer aussi sur votre lobbying sur le plan international pour juger si votre solution est toujours propre. Et sur le plan international, souvent, on recommande c'est que la fraction renouvelable, ça veut dire que la quantité d'électricité que vous produisez directement par les panneaux soit estimée au moins à 75%. Et là, je parlais au début de clients, comment nous les scindons, de B2C, ça veut dire que les clients qui consomment directement l'électricité pour le besoin de ménage et les clients B2B. C'est très important d'avoir ces données-là et de le cartographier parce que, à la longue, lorsque vous allez développer votre réseau, c'est ce qui va dicter où vous devez faire passer votre réseau de distribution. Par exemple, nous sommes dans un quartier où il y a 2 grandes usines ou 5 usines dans ce quartier-là. Je prends le quartier, mais nous avons par exemple l'usine Akili, le D Akili. On a aussi la régie des eaux. Ça veut dire que si ces gens-là, vu qu'ils ont une forte consommation, s'ils acceptent de consommer mon service, lorsque je vais construire ma ligne de distribution, parce que ce sont de grands consommateurs, et c'est là, je dois le servir comme on s'est convenu, je dois me rassurer que dans ma ligne de distribution, généralement la ligne moyenne tension, je dois inscrire leur tracé partout où ils se trouvent et je dois développer un réseau qui va leur prendre en compte même l'installation des transformateurs. Alors, on ne peut pas arriver à ce genre de prise de décision sans que l'on ait à sa disposition de données. Malheureusement, je n'ai pas la possibilité de partager mon écran, Jacques n'est pas sur l'appel. Actuellement, je travaille sur un autre projet de conception d'une plateforme d'électrification en République démocratique du Congo. La plateforme s'appelle Energy Access Explorer ou l'explorateur d'accès à l'énergie. Alors, qui est une plateforme qui répond à une question clé. Quelles sont les zones prioritaires à être électrifiées ou quelles sont les zones prioritaires où nous devons fournir des services énergétiques? Alors, le critère varie selon les utilisateurs. Nous appuyons notre projet ici en République démocratique, nous travaillons directement avec les ministères de l'énergie, où nous voulons doter le pays d'une plateforme qui puisse servir de source de vérité. Par exemple, je prends le cas lorsque nous parlons de 20% de Congolais qui ont accès à l'électricité. À ce jour, est-ce que nous savons
le localiser, où se trouvent ces Congolais, le 20% là, qui ont accès à l'électricité. Encore que la Banque mondiale dit qu'il y a environ 40% de cette population-là qui ont cette électricité qui vit en milieu urbain, tandis que dans le milieu rural, on estime l'accès à l'électricité à 7% de la population qui vit en milieu rural. Alors, il est un peu difficile à ces jours de le cartographier, de savoir où le 1% de milieu rural se trouve, où se trouve le 41% de la population urbaine qui a l'électricité. Et c'est à cette opacité-là que nous voulons, à travers la plateforme, apporter des solutions. La plateforme a déjà été développée dans d'autres pays, notamment le Rwanda. Pas le Rwanda, nous sommes aussi en phase de développement. Nous sommes en Ouganda, nous sommes au Kenya, nous sommes déjà au Nigeria, déjà en Inde, au Sierra Leone. Et la RDC est le premier pays francophone où la plateforme sera développée. L'importance de données pour nous est d'appuyer, comme je l'ai dit, les décisions basées sur les données. Ça veut dire qu'à l'issue de développement de cette plateforme, nous espérons que le startups qui viendront s'installer en RDC pourront facilement avoir des formations sur le marché. Dans la plateforme, nous utilisons au moins 50 ensembles de données que nous appelons des datasets. Nous utilisons des données sur la demande. Nous utilisons les données sur la disponibilité de ressources. Et lorsque nous parlons de la disponibilité des ressources, ici, nous appuyons sur les données qui ont déjà été collectées par la Banque mondiale, notamment sur le source d'eau, le chute d'eau en République démocratique du Congo, partout sont cartographiés et leur capacité de production d'électricité. Nous collectons aussi les données sur les potentiels solaires partout en RDC et nous collectons également les données sur les potentiels éoliennes, la production d'électricité à partir de vent partout en République démocratique du Congo. Pour le moment, ce sont les trois sources que nous avons incorporées dans le modèle. Et côté de la demande, nous cartographions ce que nous appelons l'usage productif de l'électricité. Ça veut dire que où se trouve la demande en électricité qui est utilisée pour produire d'autres biens ou services. Et dans ce sens-là, nous cartographions où se trouvent par exemple les hôpitaux, parce que les hôpitaux ont besoin d'accès à l'électricité pour améliorer la qualité de soins. Et en ce sens-là, l'idée pour nous, c'est d'accompagner à la longue le projet du ministère de la Santé ou de l'Éducation qui peut se fixer un objectif ambitieux de se dire d'ici 10 ans, nous avons besoin d'électrifier toutes les structures sanitaires en République démocratique du Congo. Alors, du coup, il faut savoir où se trouvent ces structures sanitaires-là. Au niveau de la plateforme, il y aura la possibilité de cartographier toutes les structures sanitaires en République démocratique du Congo, où nous travaillons avec OMS, qui finance déjà le projet. Le projet, je crois, va prendre fin à la fin de l'année 2025, où il collecte les données sur les structures sanitaires en République démocratique du Congo. À côté de cela, nous collectons aussi les informations sur les établissements scolaires. Ici, c'est en commençant par les écoles primaires, secondaires, universitaires et les centres de recherche, parce qu'ils utilisent aussi des données qui sont vraiment utilisées pour estimer le niveau de la demande. À côté de cela, on utilise aussi d'autres données parallèles qui peuvent influencer la capacité de répondre aux besoins énergétiques en RDC, notamment l'accessibilité des villes, l'accessibilité de différents milieux ruraux, parce qu'il est bon de dire que dans certains milieux ruraux en République démocratique du Congo, il y a un grand déficit en électricité, d'ailleurs c'est presque partout. Et il se pose un problème d'accessibilité. Je vis avec les amis d'Anser qui nous ont expliqué leur expérience où dans certains coins du pays, pour acheminer le matériel de construction, ils sont obligés de parcourir des espaces à pied ou à vélo avec de matériel. Et ces informations-là, si elles sont disponibles sur la plateforme, elle permettra aux nouveaux venus dans le secteur de l'électricité de pouvoir facilement se rassurer de la praticabilité de route, mais aussi la disponibilité de la demande. Alors, pour chuter, dans la plateforme qui est libre d'accès, ça veut dire qu'une fois en ligne, même vous pouvez l'utiliser pour voir les niveaux d'infrastructure dans le pays. Ça veut dire s'il faut voir où se trouvent les lignes haute tension dans le pays, vous pouvez le cartographier. Où se trouvent les lignes moyenne tension dans le pays, vous pouvez le cartographier. Quels sont les hôpitaux qui sont électrifiés dans le pays, vous pouvez le cartographier. Quelles sont les écoles qui sont cartographiées dans le pays,
vous pouvez le cartographier. Quels sont les ménages qui ont accès à l'électricité? On peut le cartographier. C'est là dans l'objectif d'appuyer et résorber ces déficits d'information au niveau du secteur. Un autre élément pour citer, c'est la dimension ou le volet géospatial. Pourquoi nous avons voulu intégrer la dimension géospatiale dans notre projet? C'est pour deux raisons évidentes que vous connaissez d'ailleurs. Les ressources varient en espace. Et la disponibilité des ressources qui sont au Nord Kivu ne sont pas les mêmes ressources qui sont peut-être au Katanga. Et ignorer cet aspect des choses euh, crée un handicap énorme dans le projet. Je peux prendre un autre cas ici, comme le problème de la connexion Internet. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité de faire la cartographie de niveau d'accès à Internet en République démocratique du Congo? Normalement, ces données-là devaient être accessibles par tous parce que si demain, après-demain, je veux développer une start-up, j'aurais besoin peut-être d'un endroit où je dois avoir accès à l'électricité, accès à la connexion Internet. Si je dois ouvrir 50 bureaux à travers le pays, devrais-je voyager dans les 50 endroits pour évaluer cela? Et c'est là que des outils d'analyse géospatiale interviennent pour permettre à ce que il y ait cette possibilité-là. À partir de votre bureau, vous pouvez analyser le marché, vous pouvez faire l'analyse des données et prendre des décisions basées sur les données. Le dernier cas, c'est pour Azam. Je pense que vous connaissez Azam. Ils produisent beaucoup de produits, de la farine, des jus. Et il y a un partenaire qui voudrait avoir le monopole d'importation de ce produit Azam en République démocratique du Congo. Et l'une des grandes questions qu'il s'est posée, c'est comment il va acheminer le produit à travers le pays. Encore qu'il n'y a pas de données sur les usines qui produisent le produit similaire en République démocratique du Congo, leur chaîne de distribution. Et tout ça, ça représente une opacité du côté demandeur d'informations, mais aussi une grande opportunité pour les créateurs de startups pour résorber cette asymétrie d'informations. Donc, voilà un peu de manière succincte comment, de notre côté, nous utilisons les données pour créer des produits qui seront consommés sur terrain et qui vont informer les décisions dans l'investissement au niveau de la RDC. Alors, je vais m'arrêter par là pour prendre deux, trois questions si jamais il y en a. Oui, merci beaucoup, Abondance, pour cette présentation aussi riche. J'espère que les participants n'ont pas été déçus de notre approche, bien que ma connexion ait posé problème. Nous avons prévu que vous puissiez poser des questions, mais je vais juste conclure ma présentation sans pour autant partager mon écran. Ce serait de dire que considérer qu'à Goma, il y a maintenant un savoir-faire pour l'accompagnement de startups. Et ce n'est pas un savoir-faire qui se cristallise qu'à Ikiota Hub. Nous sommes en train de travailler avec tous les incubateurs de Goma pour que l'écosystème startup ou tech de Goma puisse répondre à des standards au niveau international et attirer l'attention des investisseurs. Nous avons déjà eu des débats suffisamment avancés avec des partenaires français, des partenaires allemands, et nous estimons que plus nous allons avoir des startups de très bonne qualité que nous pouvons leur présenter, comme je l'ai dit au départ, une startup, c'est carrément un produit qu'il faut pouvoir être à mesure de vendre. Et vendre la startup, c'est ces données qui essaient de trancher un peu la décision. Si les données sont concluantes, la startup, on peut l'apprécier objectivement. Mais si les données ne sont pas au rendez-vous, considérez qu'il serait très difficile de pouvoir défendre vos projets. Et ce sont des données que vous n'allez pas fabriquer, ramasser, mais ce sont des données qui doivent être une émanation de la réalité. Voilà. Et donc, nous allons passer à une phase importante de notre échange d'aujourd'hui. Ce serait des questions-réponses. Nous vous prions de pouvoir soit les noter dans les chats ou soit lever la main et voilà, on va vous donner la possibilité de pouvoir poser la question.
Oui, Pascal, il y a Pascal Bimanini qui voudrait poser une question. Oui, vous pouvez y aller. Oui, bonjour à tous. Moi, j'ai une question par rapport au startup. En fait, c'est vrai, je ne vais pas aller dans les terminologies, heureusement, vous avez expliqué ça. Je voulais plutôt revenir sur l'aspect innovation avec la technologie. Je suis sûr que les startups aujourd'hui, ils sont à compter à bout de doigts, surtout ceux qui intègrent la partie technologique auprès de vous, qui êtes, moi, vous êtes aussi un incubateur à Goma et vous accompagnez beaucoup plus ceux qui qui interviennent aussi dans les techs. Est-ce que vous ne pouvez pas concevoir comme des logiciels mis à la disposition de chaque domaine d'activité pour permettre que si un entrepreneur veut intervenir dans l'agro-transformation, qu'il sache auprès des, en fait, quel serait le format de son logiciel qu'il va utiliser pour rentabiliser, pour être davantage plus efficace, mais aussi, la question aussi orientée vers M. Frédéric Famba. Par rapport à la géospatiale, moi je me pose la question par rapport est-ce que les données sont déjà disponibles ou sur chaque aspect ou bien c'est seulement sur l'énergie solaire parce que vous avez beaucoup plus parlé sur l'énergie solaire. Parce qu'on bien sûr, on peut bien souhaiter avoir des données au lieu de faire des descentes sur le terrain, des types de marchés. Si on a des données dans les domaines comme, je donne un exemple ici à Lubumbashi chez nous, nous avons besoin de données sur combien de produits, tels les produits agricoles qui entrent dans le Haut-Katanga, parce que le Haut-Katanga, aujourd'hui, on dit souvent qu'il y a beaucoup plus de produits agricoles qui entrent que ceux qui sont produits localement. Si on peut avoir des données comme ça permet à l'entrepreneur qui se lance dans tel secteur d'activité de savoir déjà comment anticiper ça. Bien sûr, on n'a pas toujours toutes ces informations auprès des services habilités à nous les donner. Je ne sais pas si vous pouvez parfois fournir des informations comme ça aussi. D'accord. Merci Pascal. Je vais répondre rapidement. Alors, les sources de données que nous utilisons, il y en a plusieurs. Il y a des données qui sont ouvertes. Ça veut dire qu'on peut gratuitement trouver en ligne. C'est comme les atlas. C'est comme les données sur les radiations solaires. Donc, ce sont des atlas qui sont libres d'accès. Et c'est comme des données sur les institutions financières. Il y a la Banque mondiale qui a déjà mené une étude là-dessus, qui a cartographié pour tout le fournisseur de services financiers. Il y a des données aussi que nous obtenons directement de partenaires, que nous appelons ici dans dans le cadre de nos projets de fournisseurs de données. C'est comme les entreprises d'électricité. Nous partageons avec eux des MOU où nous nous mettons d'accord pour les clauses de partage de données qui vont nous donner les données sur, par exemple, où se trouve leur centrale actuelle et le centrale future, leur réseau de distribution, l'emplacement de leurs transformateurs. Et pour le cas spécifique que tu mentionnes, il faut qu'il y ait d'abord des fournisseurs de ces données-là. Est-ce que ces fournisseurs de données-là existent? Alors, si ces fournisseurs-là de données existent, c'est vers eux qu'il faut aller. Autre chose, il y a de fournisseurs de données qui peuvent ne pas avoir de système pour capter ces données-là. Et c'est très souvent malheureusement, le service de l'État où ils ne sont pas disponibles, ils ne sont pas à mesure de fournir des données là. Alors, parlons de données, de banques de données, par exemple, de données solaires, est-ce qu'elles sont pour vous publiques? Alors, les données solaires, c'est ce que je disais. Donc, c'est comme les radiations solaires. Ce sont des atlas que vous pouvez trouver en ligne. Les radiations solaires font référence à la capacité, le potentiel de production de l'énergie à partir du solaire. Souvent, on les calcule par mètre carré. Donc, en nous prenant par exemple par mètre carré, ce qui est acceptable, hein, c'est environ 1700 kWh par jour, par mètre carré. Et puis par la suite, vous allez euh, faire le dimensionnement de votre centrale selon les espaces. Ces données-là est disponible. Alors, mais seulement il y a d'autres données qui peuvent influencer la production. C'est comme par exemple l'accessibilité de sites. Vous voulez aller dans un village, mais est-ce que le site il est praticable? Pour le savoir, ces données-là peuvent être disponibles en ligne. La praticabilité.
Et il y a par exemple des données sur les zones protégées pour que vous ne partiez pas faire passer votre réseau de distribution ou encore construire votre centrale dans une zone protégée. Il y a aussi des données sur la densité de la population. Plus la densité elle est forte, plus c'est intéressant pour certains types de projets. Ça, c'est aussi accessible en ligne et je peux peut-être partager quelques sources de données après. Donc, il y a certaines données qui sont en ligne et pour prendre la décision sur une question, trop souvent, il faut combiner différentes données. Hein, il faut vraiment combiner différentes données pour arriver à prendre certaines décisions. Ce n'est pas une seule source de données, donc on ne pourra pas dire, voilà, ces populations n'ont pas assez d'électricité et donc le marché est intéressant, il faut y aller. Il faut donc prendre toute une série de données pour définir cela. Je t'ai long, mais je crois que ça valait la peine. Jacques, à toi. Oui, la question de Pascal autour de la problématique liée à un logiciel qui pourrait permettre à ce que les entrepreneurs puissent également profiter d'un processus de prise de décision soutenu par les données. Moi, je vais ajouter carrément l'IA dans l'intelligence artificielle, afin de pouvoir mettre en place soit leur modèle d'affaires, savoir où est-ce qu'il faut numériser, quelles seraient les potentielles fonctionnalités de l'outil. Rassurez-vous, nous y travaillons déjà. Donc, ce n'est plus une question. Nous avons une solution que nous appelons Kyoto Data, qui a été nominée même au niveau international, a été présentée à l'université of Reading à l'Angleterre. Et cette solution, c'est déjà l'encadrement de tous les processus d'innovation et même c'est surtout l'innovation associée à l'inclusion financière, c'est-à-dire les financements. Comment est-ce que vous pouvez capitaliser les données de l'écosystème, du système économique congolais pour pouvoir trouver des idées pertinentes dans lesquelles vous pouvez développer, autour desquelles vous pouvez développer votre solution, ou soit qui peuvent vous aider à pouvoir cibler des segments bien spécifiques du marché congolais qui ne sont pas soit desservis. Alors, la problématique à laquelle nous sommes heurtés en mettant en place, en travaillant sur ces modèles, c'était parce que il fallait que l'outil puisse servir à ce que quand vous avez votre entreprise et que vous avez un projet déjà formulé ici de ces analyses des données, il fallait que vous puissiez pouvoir présenter la solution auprès des institutions financières locales et pouvoir accéder aux fonds. C'est là que nous sommes heurtés à des difficultés. Il fallait de notre côté pouvoir mobiliser un fonds de garantie et nous continuons toujours à travailler sur la question. De l'autre côté, il fallait également pouvoir être en mesure de capter toutes ces données parce que s'il faut que l'intelligence artificielle puisse vous aider à pouvoir évaluer si un salon de coiffure peut marcher dans la commune de Mongafula, à Kinshasa ou je ne sais pas quoi, il faut pouvoir être en mesure de collecter des données sur les activités économiques à Mongafula. Et donc, si on avait une solution informatique des ventes à l'étalage ou dans des boutiques à Mongafula, ça pourrait nous aider à comprendre les échanges économiques dans ces quartiers-là et pouvoir être en mesure de décider si ça pourrait valoir la peine de lancer votre salon de coiffure moderne dans ces coins-là. Malheureusement, les entreprises ou les opérations économiques ne sont pas tracées, les données ne sont pas disponibles. Aujourd'hui, à Goma, à Lubumbashi, partout, il y a des échanges économiques. Mais pour les capter, il faut les donner des tickets de caisse dans les supermarchés, il faut des applications de gestion dans les boutiques, des données qui peuvent être anonymisées, c'est-à-dire où on ne va pas forcément savoir qui a acheté, mais savoir quand même qu'il y a eu quelqu'un qui aurait acheté. Et avoir déjà ce type de données, on l'alimente, on les transfère dans les modèles qui peuvent aider les entrepreneurs à pouvoir prendre des décisions, ça pourrait faciliter les choses. Voilà pourquoi est-ce qu'actuellement, nous nous concentrons sur la disponibilisation de cet outil-là, de gestion qui peut être décentralisé, utilisé dans les boutiques et tout, afin que ça puisse alors alimenter le logiciel principal qui sera utilisé par tous les entrepreneurs, les innovateurs, etc. Voilà, il y a aussi d'autres solutions connexes sur lesquelles nous travaillons qui vont nous aider en tout cas à aboutir à cette solution complète d'aide à la décision pour l'innovation. Voilà, il y a d'autres questions. Voilà, Abondance, il vous a laissé son contact. C'était en tout cas pile parce qu'il a une autre réunion à tenir.
La question, c'est de participer, de savoir si les entrepreneurs impliqués dans le secteur artistique et culturel sont concernés parce qu'à leur place, je me trouve dans les échanges, et puis la création start-up coûte cher. Votre incubateur accompagne-t-il les idées en connaissant les contextes et la vie des jeunes du pays et tout ça? Voilà. Alors, la question, c'est beaucoup de questions à la fois. Mais ce que nous donnons comme conseil aux jeunes, c'est qu'il faut pouvoir être en mesure de résoudre d'abord votre problème de conditions économiques. Parce que rien ne vous interdit de pouvoir faire l'élevage des poules. L'élevage des poules pour se lancer, c'est $500, c'est pas combien. Vous pouvez vous lancer dans une activité qui peut rapidement générer des revenus, une activité stable, considérant les contraintes économiques locales, le pouvoir d'achat de la population et tout. Vous avez d'abord cette PME ou soit cette activité économique même informelle qui vous alimente. Et c'est à partir de là que vous pouvez avoir des fonds, dégager des fonds pour pouvoir être en mesure de participer à des sessions de formation avancées, avoir des certifications, aller participer à des sommets. Il y a des sommets pour lesquels nous pouvons vous recommander. Mais il faut pouvoir être en mesure de vous payer les transports de Goma jusqu'en France. Et quand vous irez en France, il faut pouvoir être en mesure de mobiliser peut-être, ou soit de présenter votre projet. Une fois que vous l'avez présenté, c'est là que vous pouvez rencontrer les business angels ou tous les autres, les family office et toutes les autres approches de financement des startups. Et donc, il y a déjà un travail que vous devez conduire à votre niveau pour pouvoir être en mesure de bénéficier d'un accompagnement. Sortons d'un modèle d'aide. Le modèle d'aide, c'est ce qui nous a conduit c'est ce qui nous a fait éterniser dans cette dynamique d'espoir injustifié. Mais si nous sommes capables de prendre en main notre avenir en faisant en sorte que nous puissions payer les formations qu'il faut pour avoir de bonnes certifications, pour être compétitifs quand il faut lever des fonds, c'est ce qui va nous permettre à ce que nous puissions créer ces startups qui peuvent changer les choses. Voilà un peu la réponse que je peux donner à cette question. Mais bien sûr, ne vous inquiétez pas, nous sommes également en train de travailler sur des possibilités de mobilisation des fonds auprès des organisations de développement qui comprennent en tout cas très bien actuellement notre modèle. C'est là que nous estimons pouvoir subventionner certaines formations, mais des formations où on sera vraiment sélectif. On veut savoir si vous êtes suffisamment motivé à pouvoir aller jusqu'au bout avec votre projet. Et le minimum, c'est peut-être d'avoir un prototype, avoir soit une formation chez Coursera ou Udemy qui justifie des compétences, peut-être analyse des données ou je ne sais pas, gestion financière adaptée aux startups. Et c'est ce qui va nous permettre à ce que nous puissions vous vendre. Parce que si vous venez avec beaucoup de lacunes, ça sera très difficile. Ce serait un investissement conséquent pour vous faire en sorte que vous puissiez être prêt à l'investissement. Nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est de vous former, vous encadrer dans ces processus, vous dire où est-ce que vous pouvez trouver les ressources de formation et vous encadrer du côté entrepreneuriat afin que vous puissiez vous lancer. Voilà un peu ce que je peux donner comme réponse à cette question aussi longue que voilà. Alors, nous allons conclure notre session d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre participation. Ça a été un plaisir de voir les gens de Lubumbashi participer, bon, Katanga en général. C'est vraiment un plaisir, Pascal, nous apprécions le fait que vous ayez partagé cet atelier aux collègues de Lubumbashi. Chez nous, Ikiota, nous n'avons pas de limites physiques. C'est-à-dire, vous êtes à Lubumbashi, nous pouvons travailler ensemble. Vous êtes à Kinshasa, nous pouvons travailler ensemble. Aujourd'hui, avec la technologie, c'est très facile. Et nous sommes ouverts à des partenariats. Voilà pourquoi Pascal, il est chez Kivu Entrepreneur au Katanga. Et nous collaborons, nous essayons de voir comment nous pouvons faire avancer les choses ensemble. Et aussi, voilà, donc je ne vais pas trop m'éterniser dans les discours. Pascal voudrait aussi juste placer un mot, mais c'est de Goma, il y a aussi Gloire qui doit probablement être à Bukavu. Merci beaucoup pour votre participation. Je voulais juste placer un mot pour dire aux amis de Lubumbashi que Aikiota fait partie des outils qui m'ont aussi encadré, encouragé dans mes business. Donc, l'entrepreneuriat que je fais, même notre entreprise que je parle souvent de Bitoyo Ndakala, c'est au travers d'Aikiota que cela a pris forme. Donc, je bénéficie pas mal des choses de Aikiota.
aussi des qui vont entrepreneurs pour que je sois un bon coach et un bon entrepreneur. Voilà. Merci Aikiota. Ici, je dois dire qu'il y a les amis de Lumbashi qui sont là et il y a même certaines responsables des organisations qui sont là. Donc, on voulait vraiment qu'ils puissent comprendre comment ça se fait à Goma. Cette dynamique-là, c'est très intéressant. Ça permet qu'ils comprennent, parce qu'on parle de Goma comme déjà, ils ont une avance par rapport à l'entrepreneuriat et cette dynamique, ça permet quand même de comprendre comment Lumbashi et les entrepreneurs qui sont dans la réunion, ils peuvent aussi se lancer davantage et être compétitifs sur le marché. Merci beaucoup, Pascal, et à la prochaine session, parce que ce sera une série de sessions, à la prochaine session, et nous allons également organiser peut-être des formations avec Abondance. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours souscrire. Et sachez que nous, la formation, c'est pas que vous venez, vous suivez la formation, vous rentrez chez vous. C'est déjà que vous entrez dans une dynamique où nous pouvons collaborer ensemble à plusieurs niveaux pour des consultances, etc. Merci beaucoup et bonne suite de temps chez vous.